Bonsoir tout le monde et bienvenue au Skeptics in the Pub Liège. Donc on est une initiative citoyenne et bénévole. Notre but c'est d'encourager vraiment la méthode scientifique et la pensée critique. Et pour ça on organise des petites conférences tous les deuxièmes vendredis du mois sur des thématiques, ça peut être des faits de société, ça peut être aussi des sujets qui relèvent de la science ou des phénomènes en apparence paranormaux qu'on va vraiment analyser d'un point de vue plutôt scientifique. Le mois prochain, ce sera sur l'esprit critique dans l'enseignement, donc vous êtes les bienvenus. On a une page Facebook si vous voulez être tenu au courant de nos prochains événements. C'est aussi là que vous verrez l'adresse vers notre compte Utip si vous souhaitez soutenir notre initiative financièrement. Mais il y a aussi une urne qui va circuler ce soir. Vous mettez ce que vous voulez. Ce soir, on accueille Charlotte Martial, qui est neuroscientifique, postdoctorante et chercheuse au sein du Coma Science Group. Le Coma Science Group, mais je pense que t'en parleras, c'est une équipe de recherche qui est basée au CHU de Liège et qui étudie la conscience, le coma, les états altérés de conscience, mais aussi les états modifiés de conscience comme l'hypnose, la méditation, etc. Et aussi, bien sûr, les expériences de mort imminente. Donc, ces expériences extraordinaires qui sont classiquement rapportées après qu'une personne a été réanimée, mais pas que, on verra ça. Et où la personne va nous rapporter voir une lumière très brillante au bout d'un tunnel, avoir une sensation d'attirance inexorable envers cette lumière, avoir l'impression de quitter son corps physique et d'exister en dehors de lui, etc. Voilà, donc on a à peu près, je pense, 45 minutes de conférence, et puis vous pourrez poser toutes vos questions, et le débat sera ouvert quant à l'origine de ces expériences. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tout le monde d'être là. On est nombreux ce soir, c'est super. Merci Elena et aux sceptiques de m'avoir invitée. Je suis d'autant plus contente que tu m'aies présentée, vu que vous allez voir la petite tête d'Elena sur quasi toutes les slides, vu que la moitié des études que je vais présenter aujourd'hui, on les a réalisées au Coma Science Group et notamment avec Elena et d'autres de l'équipe. Et c'est également super d'être là ce soir. Avec Elena, justement, on avait déjà participé à des sceptiques à Londres, donc on savait que ça existait à Bruxelles, et donc c'est vraiment génial de voir que cette initiative se répand ici à Liège. Donc félicitations aux sceptiques. Donc on est là ce soir pour parler des expériences de mort imminente. Donc j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous connaissez ces expériences ou pas. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste dire un petit mot à propos de l'équipe. Donc, comme le disait Elena, on est le Coma Science Group, donc une équipe de recherche multidisciplinaire. On travaille au CHU de Liège. Et on peut voir ici en haut à droite tous mes collègues. On est nombreux, on est des cliniciens et ou chercheurs qui travaillons tous sur la conscience et plus en particulier le cerveau. Et notre thématique fétiche, c'est les états de conscience altérés modifiés. Alors on travaille sur des troubles pathologiques, les troubles de la conscience, chez des patients qui sont cérébrolésés, qui ont eu un coma, etc. Et il y a toute une partie de l'équipe qui va travailler sur des troubles, des états de conscience altérés non pathologiques, comme l'hypnose, la méditation, la transe maintenant. Et les expériences de mort imminente. Et donc le Coma a été fondé il y a plus de 15 ans maintenant, je ne sais plus de 15 ans par le professeur Stephen Lorace, que vous avez peut-être vu dans les médias récemment, sûrement en position de méditation. Et maintenant, le Coma est dirigé par Olivia Gossery et Aurore Thibault. Wouh! Les directrices sont là ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on verra ensemble aujourd'hui ? D'abord, je vais définir ce que sont ces expériences de mort imminente, de quoi parle-t-on ? Quand est-ce qu'on peut vivre ce type d'expérience, les différents contextes dans lesquels on peut vivre ce type d'expérience extraordinaire ? Où est-ce que ça se passe dans le cerveau ? Donc, quels sont les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents ? Entre guillemets, pourquoi les expérienceurs, donc on appelle les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, les expérienceurs, pourquoi ces personnes vont vivre une EMI ?
Alors, s'il y a un profil particulier dans cette population qui vit une expérience de mort imminente, sur base de la recherche, quel état de conscience est associé aux EMI? Et enfin, les changements qu'on peut observer chez les personnes qui vivent une expérience de mort imminente. Donc tout d'abord, de quoi parle-t-on ici? Donc les expériences de mort imminente sont des expériences subjectives qu'on peut vivre dans certains contextes spécifiques qu'on va voir ensemble, typiquement proche de la mort ou lorsque la personne a cru être proche de la mort. Et donc elles sont un aspect assez extraordinaire où donc les dimensions vécues sont par exemple une expérience de décorporation, donc avoir la sensation de quitter son corps, voir une lumière brillante habituellement au bout d'un tunnel, rencontrer des personnes décédées ou des entités, etc. Il y a différentes dimensions et ça on va les voir ensemble aussi. Et donc il faut savoir en fait que la recherche est assez récente sur ce sujet et donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition communément acceptée de ce phénomène. Et donc, en recherche, on va plutôt utiliser un questionnaire standardisé. Donc, nous, chercheurs, on aime beaucoup les chiffres. Évidemment, ici, c'est une expérience subjective qu'on peut étudier d'un point de vue qualitatif, mais on va aussi essayer de l'étudier d'un point de vue quantitatif pour obtenir des chiffres, par exemple des chiffres qui représentent à quel point l'expérience vécue était riche, qu'on va pouvoir corréler avec d'autres données comme des données de neuroimagerie, etc. Et donc, avec ma collègue Elena, on a justement développé une échelle il y a 2 ans maintenant pour caractériser et identifier une personne qui a vécu une EMI. En fait, cette échelle est une adaptation d'une échelle qui a été créée dans les années 80, mais comme on va le voir de suite ensemble, il y a eu beaucoup de nouvelles publications à ce sujet récemment, on a dû adapter cette échelle. Et donc cette échelle, en gros, elle a 20 items qui se rapportent à 20 dimensions prototypiques des EMI, parce que c'est vraiment ça la caractéristique d'une EMI, c'est d'avoir des éléments, des dimensions qui reviennent de façon récurrente. Et alors, si la personne a scoré au moins ici 27 sur 80 à cette échelle, on va estimer qu'elle a vécu une EMI suffisamment riche, entre guillemets, que pour être inclus dans certaines de nos études. Parfois on utilise ce seuil, parfois pas, ça dépend un peu. Et donc, je ne sais pas si vous savez bien lire en fait, mais du coup il y a différentes définitions. Nous, on va définir une expérience de mort imminente comme un état de conscience déconnecté. Pareil, on va le voir ensemble plus tard ce que ça signifie, mais brièvement, c'est l'idée ici de vivre une expérience mentale alors qu'on est non répondant ou très peu à l'environnement. Et donc typiquement, il s'agit de vivre ça dans un contexte proche de la mort ou qu'on a cru l'être. Et donc je reviens vite sur la slide précédente parce qu'on peut voir ici à droite pour certains qui peut-être que vous reconnaissez la peinture, une des peintures très connues de Jérôme Bosch, peinte au XVIe siècle et qui fait fortement penser aux expériences de mort imminente. Mais c'est seulement en 1975, avec la publication de ce best-seller que vous avez peut-être lu, Life After Life, écrit par le docteur Raymond Moody, que vraiment l'expression expérience de mort imminente et le phénomène va être popularisé dans le monde. Donc, brièvement, ce livre, c'est un recueil de 150 témoignages de personnes qui étaient aux soins intensifs et qui ont rapporté une EMI. Et donc, grâce à ce livre, on va réellement voir un engouement extrêmement important dans la littérature. Donc il y a énormément de livres qui vont se publier, certains films aussi vont sortir. Et donc on peut voir ici plusieurs livres plus ou moins connus sur le sujet. Et on peut voir notamment tout en haut à gauche un livre... Proof of Heaven, donc une preuve d'un paradis. Ça, c'est un livre qui est très connu et c'est une illustration. C'est un livre donc connu qui discute notamment le fait qu'une EMI pourrait être une preuve de vie après la mort. Et donc, dans la plupart de ces livres, grand public, où certains témoignent, puis d'autres simplement vont discuter du phénomène, il y a vraiment tout un débat par rapport à ce que représente une EMI et si ça pourrait être une preuve de vie après la mort.
vu qu'on le vit typiquement proche de la mort. Mais on va voir ensemble que ce débat n'est pas nourri de preuves empiriques. Donc voilà. Et justement, donc ici on peut voir un graphique où on voit le nombre de publications qui ont été publiées sur le phénomène depuis 1975, donc de la publication du livre du docteur Moody, jusqu'à aujourd'hui tout à droite. Et on peut voir que il y a un engouement depuis une petite dizaine d'années, et il y a vraiment plus de publications qui se font sur le sujet. Mais au total, on a seulement 366 publications scientifiques avec le mot Near-Death Experience. Donc, pour ceux qui ont un peu l'habitude, 366, c'est vraiment rien du tout. Donc, bien qu'on en parle beaucoup dans les films, il y a énormément de livres qui discutent du phénomène, en fait, d'un point de vue scientifique, on ne connaît pas encore tout sur le sujet. Donc, c'est qu'au début. Ce que je vous ai pas dit, c'est que une des particularités aussi des EMI, c'est que malgré que la personne était dans une situation critique, donc c'est parfois un contexte comme un arrêt cardiaque, un trauma, etc., l'expérience vécue est habituellement vécue très positivement, associée à beaucoup d'émotions positives. Dans les environ 85% des cas, il s'agit d'EMI positives. Néanmoins, on observe un petit pourcentage de cette population va rapporter plutôt des EMI qu'on appelle négatives. Ou donc, ici, c'est vraiment une expérience qui est associée à beaucoup d'émotions négatives, à de la peur, etc. Et ça, c'est justement une publication de ma collègue Elena. Elle a mené une étude pour vraiment s'intéresser à ces EMI négatives, vu qu'en réalité, jusqu'à cette publication-là, il n'y avait qu'une publication scientifique qui s'intéressait aux EMI négatifs, donc il y en a 2 maintenant, mais donc c'est rien du tout, alors que sûrement beaucoup de gens vivent ce type d'expérience. Et donc, en gros, la publication caractérise les EMI négatives et on voit qu'il y a 3 types d'EMI négatives. La première, il s'agit des EMI qu'on appelle inversées, où donc il y a toutes les dimensions prototypiques aux EMI, sortir de son corps, voir une lumière brillante au bout d'un tunnel, rencontrer une personne décédée, avoir une altération du temps, une connexion avec l'environnement, l'univers, etc. Mais tout ça est associé à des émotions négatives. Un deuxième type qu'on appelle Elish. Ici, il s'agit d'EMI qui se déroule dans un monde infernal, entre guillemets, où donc la personne va rencontrer des monstres, voir des flammes, etc. Un peu, quand on lit un récit, en tout cas moi, ça me faisait vraiment penser à ce que je peux me représenter de l'enfer. Donc certains ont une représentation de l'enfer avec des flammes, des monstres, quelque chose de très terrifiant. Et donc, les personnes qui vivent une EMI négative Elish sont plongées dans ce monde infernal. Et enfin, on a une plus faible proportion d'expérienceurs qui nous rappellent des expériences de vide, comme on les appelle. Alors ici, c'est simplement le fait d'être plongé dans un vide infini qui est tellement infini qu'il fait peur. Donc ici, c'est vraiment des expériences terrifiantes qui sont rapportées par ces personnes. Et ce qu'on a observé, maintenant c'est entre guillemets limité parce qu'il n'y a qu'une publication sur le sujet, c'est que on a observé une plus grande proportion de tentatives de suicide dans cette petite population en comparaison aux EMI positives. Donc là, évidemment, ça nous a directement posé la question, dans quelle mesure est-ce que le contexte, l'état mental de la personne va influencer ce qu'elle va vivre subjectivement. Donc là, on n'a pas encore énormément de réponses, mais voilà, cette publication va notamment poser cette question. Alors, on l'a décrit ensemble. Maintenant, on va un peu voir quand est-ce qu'on peut vivre une expérience de mort imminente. Alors tout d'abord, avant de vous citer quelques exemples de contextes associés aux EMI, j'aime toujours présenter cette slide. Comme ici on parle de la mort, autant être clair directement, il y a 2 définitions de la mort entre guillemets. On parle de mort cérébrale quand il n'y a plus d'activité dans le cerveau, ou d'une mort clinique quand ici le cœur s'arrête, la respiration, mais là il n'y a pas forcément de mort cérébrale. Donc pour vous donner une image de ces différents états,
On va utiliser ici le PET scan. Donc le PET scan, c'est une technique de neuroimagerie qui permet d'observer la consommation en glucose, en sucre du cerveau. Et donc ça donne ce type d'image. Donc si on vous met, vous, sain, éveillé, conscient, dans le PET scan, voici ce qu'on observerait. Donc ici, on voit des couleurs plutôt chaudes, rouge, jaune, etc. Et plus les couleurs sont chaudes ici, plus elles vont être associées à une consommation élevée en glucose. Donc, le cerveau est en train de fonctionner. Donc là, c'est un cerveau donc sain, éveillé, en conscience dite normale. Et si on regarde un cerveau en mort cérébrale, donc ici tout à droite, donc là, c'est quand la personne est décédée, on n'observe plus du tout d'activité cérébrale. Donc on voit vraiment qu'il n'y a plus aucune consommation en glucose. Et ce qui est important, et ce qui n'est pas toujours malheureusement relayé dans la littérature sur les EMI, c'est que depuis les années 50, quand les scientifiques et les médecins ont établi ces critères de mort cérébrale, il n'y a eu aucun patient, s'il a été diagnostiqué correctement évidemment, qui a survécu à ça. Donc quand on parle de mort, on parle bien de mort cérébrale. Donc évidemment, comme je vous dis ça, on en déduit évidemment que les personnes qui vont venir témoigner d'une expérience de mort imminente n'ont pas été dans cet état de mort cérébrale. Elles ont plutôt été dans un état critique, en tout cas pour certains, comme le cerveau qu'on voit au milieu, où on voit qu'en effet c'est un cerveau en grande souffrance avec ici une consommation en glucose plus faible, avec des couleurs plus chaudes, mauve-bleu. Donc ici c'est notamment une personne qui était dans le coma. Et donc, par exemple, une personne qui est en arrêt cardiaque va avoir un cerveau similaire. Donc vraiment, le cerveau est en grande souffrance, néanmoins, il reste un minimum d'activité cérébrale. Et donc, certaines personnes qui témoignent d'une EMI se sont retrouvées dans cet état critique. Alors, quelques chiffres, parce que comme je le disais tantôt, les chercheurs adorent les chiffres. Pour vous donner un peu une idée, on a environ 10 à 20% des personnes qui survivent à un arrêt cardiaque qui vont rapporter une EMI. Donc je ne sais pas quelle idée vous aviez de l'incidence d'une EMI, mais du coup, c'est relativement fréquent chez les personnes qui vivent un arrêt cardiaque. 3% pour les personnes qui ont eu une lésion cérébrale traumatique, et plus généralement 5% de la population pour une EMI classique. Et donc il y a vraiment tout un tas d'étiologies associées aux EMI. Donc ça peut être lors d'une complication chirurgicale, dans le contexte d'un AVC, d'hémorragie. Il y a vraiment toute une flopée de contextes dans lesquels une personne va pouvoir vivre potentiellement une expérience de mort imminente. Mais pas que. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe de plus en plus des personnes qui vont nous contacter parce qu'ils savent qu'on travaille sur les EMI et qui nous disent oui, moi j'ai vécu ce type d'expérience, sauf que j'étais pas en arrêt cardiaque, en tout cas je ne pensais pas l'être, j'étais vraiment dans un contexte où il n'y avait pas de danger pour ma vie. Et donc en fait, on les appelle des NDE-like, ici je vais les appeler les EMI-like. C'est vraiment une expérience subjective qui a le même contenu qu'une EMI classique, mais qui est vécue dans un contexte où la personne n'est pas en danger. Donc par exemple, lors d'une syncope, une forte fièvre, une forte émotion, et sous certaines substances psychédéliques, on peut vivre une EMI-like. Donc c'est vraiment avoir les mêmes dimensions qui reviennent. On peut voir le graphique du coup qui est pas très lisible ici, mais le graphique ici en rouge et bleu. Simplement ici à gauche, on a la liste des dimensions prototypiques qui sont associées aux EMI, et on peut voir la fréquence en rouge pour les EMI classiques et en bleu juste en dessous. On peut voir la fréquence pour les EMI-like. Et donc, on voit en fait qu'il n'y a pas de différence en termes de fréquence des différentes dimensions. Donc, quand nous, avec Elena, on prenait les différents récits, on ne connaissait pas l'étiologie, on ne savait pas du tout dire, OK, c'était une EMI classique versus c'était une EMI-like. Et une chose dont je voulais parler brièvement ce soir, c'est qu'une des caractéristiques des EMI,
c'est que le souvenir est très vivace en mémoire chez les personnes qui le vivent habituellement. Les gens nous disent, même si ça s'est passé il y a 40 ou 50 ans, j'ai vraiment encore tous les détails en tête, c'est vraiment très clair à mon esprit et je suis sûre que ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est vraiment particulier. En plus, certains nous confirment aussi que c'est vraiment le souvenir dont ils ont le plus de détails, plus encore que d'autres événements marquants de leur vie, comme leur mariage ou la naissance de leurs enfants, ou peu importe. Et donc ici, on peut voir un graphique de réponse à un questionnaire qui caractérise les détails du souvenir. Donc on appelle ça des caractéristiques phénoménologiques du souvenir. Et on peut voir ici en noir, mais ça va passer ici en bleu, ça c'est pour les EMI, qu'il y a énormément de détails en termes, vous savez peut-être pas lire du coup, mais en termes de détails sensoriels, de clarté, d'éléments liés à soi, d'émotions, etc. En comparaison à, ici, on avait 3 autres groupes contrôle, où on avait des personnes qui avaient été dans le commun, mais qui n'avaient pas vécu une EMI, des personnes et 2 autres groupes contrôle avec, pour lesquels ils répondaient au questionnaire avec un souvenir marquant. Donc ça, c'est assez intriguant, vu que quand on observe le contexte qui est habituellement critique dans lequel les personnes vivent une EMI, c'est assez entre guillemets paradoxal à première vue que les gens rapportent un souvenir si clair en mémoire alors qu'ils étaient dans une situation critique. Alors, où est-ce que ça se passe dans notre corps? Donc nous, en tant que chercheurs, on a évidemment des hypothèses neurobiologiques associées aux EMI. Et donc ici, c'est un petit schéma qui résume les différents phénomènes neurophysiologiques qui peuvent se passer durant une EMI. Donc, il faut savoir ici que ça se base sur uniquement quelques recherches et que, évidemment, en tant que chercheur, on n'est pas là quand la personne va vivre une EMI authentique. Donc, évidemment, c'est toujours rétrospectivement qu'on va étudier ça. Ou alors, grâce à différentes techniques, on va essayer de les reproduire en laboratoire. On va en voir quelques-unes ensemble. Et alors là, on a la personne qui est en laboratoire, on sait qu'elle va peut-être vivre une EMI, et donc on va venir avec notre matériel, notamment on peut utiliser un EEG ou d'autres techniques de neuroimagerie, pour corréler ce qu'elle va rapporter avec les mesures neurophysiologiques. Donc dans un premier temps, on peut avoir un stress physiologique, où donc on sait grâce à quelques études que une diminution, ici à droite, une diminution de l'oxygène dans le corps, une hypoxie, une anoxie, peuvent facilement mener à vivre une EMI-like. Donc on sait notamment qu'en syncope, certaines personnes vont rapporter des EMI-like, ou en tout cas quelques dimensions prototypiques aux EMI. Il y a ce fameux jeu du foulard que vous connaissez peut-être, que les adolescents font parfois entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire ce jeu et à tomber dans les pommes? C'est parce qu'ils ont habituellement des sensations super positives, parfois un peu des hallucinations, etc. Et donc ça, pour nous, c'est entre guillemets un début de EMI-like. On sait aussi, ici à gauche, que en hypercapnie, donc c'est-à-dire quand on va avoir une augmentation de la pression du dioxyde de carbone dans le corps, on peut, pareil, vivre des expériences de mort imminente. Alors ici, oui, j'ai une petite vidéo, je vais juste allumer mon baffle. Donc comme je le disais, nous, en tant que chercheurs, on n'est pas là quand la personne vit une EMI authentique. Ah oui, mais du coup... Ah si. Ah oui, par contre, il va falloir que j'avance dans la vidéo. Or, je ne vois pas sur mon écran... Non, ouais, yes. Donc, comme je le disais, on n'est pas là quand la personne vit une EMI authentique. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme méthode pour essayer de comprendre les EMI? C'est que donc, on peut utiliser différentes techniques, comme par exemple l'hypnose. On a déjà invité des personnes qui avaient vécu une EMI authentique à venir revivre, entre guillemets, leur expérience sous hypnose en laboratoire. Et alors, on peut venir, nous, avec notre EEG, par exemple, qui est un casque à 256 électrodes qui va capter l'activité électrique du cerveau.
Et donc voilà, ça c'est un exemple. Et ici, je vais vous montrer une courte vidéo d'une étude où on a invité des sujets sains, et je pense je reconnais 2-3 participants dans la salle, des personnes qui n'avaient pas vécu une EMI et qui sont venues en laboratoire pour tomber dans les pommes. Donc réaliser une syncope. Et pareil, on recueillait leurs témoignages et on corrélait ça avec ici, notre casque à 256 électrodes. Je vais vous montrer par exemple comment ça se passe cette étude. C'est une partie d'un documentaire de National Geographic qui s'est tourné ici dans l'équipe. Non. Ouais, de toute façon, sinon, le son, c'est pas grave. I know Grace had passed away a good 10 years before. Ok, je vais juste mettre le placement. Désolée pour ce petit montage. On a combien de temps là? Tu vois les secondes? Il reste 7 minutes. Ah, il n'y a pas de temps. Il faudrait que j'aille à 39 minutes. Je vois pas le temps. D'ici, c'est. Ah, voilà, ça va être juste après. So I see myself in the mirror when I'm. Ça, c'est une autre étude où on a utilisé la réalité virtuelle. C'est une étude de Helena où on a reproduit une expérience de décorporation via la réalité virtuelle. Mais je vais pas pouvoir tout vous montrer ce soir. Donc, je vais passer. Voilà. Donc, on peut reconnaître le CHU de Liège. Under strict medical supervision, he will attempt to give 30 volunteers their own near-death experience. And for the first time, actually measure what is happening in their brains. So là, c'est jeune. No. Inhale. Donc là, His c'est team is deliberately starving each subject's brain of oxygen. on utilise une We technique have qu'on a appelle model Valsalva, where we can make people faint. où donc on fait en quelques Breathe in secondes, and on peut out faire very tomber deeply. quelqu'un en syncope. You lose consciousness. Some of these people have these wonderful experiences, kind of similar to what's happening in cardiac arrest, but of course in a very brief, transitory, safe, controlled situation. Okay, now you take a deep breath. Go fast on your leg and push, 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 push. Et on va la voir tomber. Donc là, elle est inconsciente, entre guillemets, en tout cas non répondante. On saura après si elle a vécu quelque chose. It was like I was not there. I was like a camera looking at the place, but me, Sophie, I was not in that place. My body was not there. Half of his volunteers will experience one or more of the components of an NDE. 256 electrodes will allow Stephen to create a remarkable map of their brain while this is happening. Ça, c'est l'électrode EEG. Donc évidemment, il y a parfois des spams comme my ça. mom in our house and my two sisters. C'était comme si j'avais plus vraiment de corps, en fait. C'était ça. I just went somewhere else, I guess. This pioneering experiment Donc voilà. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, ça a été compliqué de faire accepter le comité d'éthique pour cette étude. Donc ça vous donne un petit aperçu d'une technique qu'on a pu utiliser pour mieux comprendre ces expériences. Donc ici, il y avait 22 participants. Et 8 d'entre eux ont scoré à notre fameuse échelle qui identifie les NDE. J'arrive pas, tu sais regarder en même temps, désolé. Il faut pareil le déplacer alors. Yes, super.
Parfait. Donc, 8 participants de cette étude sur 22 ont donc scoré suffisamment d'items sur notre échelle NDE pour conclure qu'ils avaient vécu une EMI-like. Et alors, donc l'idée ici, on est en train de finir l'analyse de ces résultats. Et donc, on corrèle la richesse de l'expérience vécue. Certains n'avaient évidemment rien vécu du tout, entre guillemets, juste un moment d'inconscience, puis ils se réveillent. Mais donc, pour ceux qui se rappellent différents éléments, on va corréler ça avec l'activité cérébrale du cerveau. Alors, on sait aussi que certaines hormones, il y a l'application vraiment ici de certains neurotransmetteurs bien spécifiques qui pourraient mener à une EMI-like. Et alors, une des façons, pareil, on se repose à chaque fois la question, ok, on n'est pas là quand une personne vit une EMI authentique, comment est-ce qu'on peut faire, nous, chercheurs? On va notamment utiliser les substances psychédéliques. Alors, comme première étape, avec ma collègue Elena, on a pris ici des centaines de récits écrits EMI à comparer avec des récits psychédéliques. Donc ici, il y en avait plus de 15 000. On a utilisé voilà, tout un traitement de données bien particulier pour arriver ici en haut à droite à une comparaison de la sémantique des différentes expériences. Donc ici, on va vraiment étudier la similarité potentielle sémantique des expériences. Alors, on a vraiment les mots les plus fréquemment rapportés qui ressortent pour chaque type d'expérience. Et donc ici, on avait pris 165 substances différentes qu'on a comparées aux EMI. Alors ici, c'est un graphique un peu lourd, mais on va en venir directement au vif du sujet, à ce qui est important ici. Donc simplement en dessous, on a vraiment chaque substance qui est ici, qui est représentée sur un graphique avec ici les substances qui avaient le moins de similarité avec les EMI. Et là-bas, les expériences qui avaient le plus de similarité avec les EMI. Si on fait un zoom sur les substances qui correspondent plus aux EMI, on peut observer en pole position notamment que si on prend de la kétamine, on va vraiment avoir des expériences subjectives qui ressemblent fortement aux EMI. Alors ensuite, il y a la salvia, puis d'autres types de substances psychédéliques comme certains types de champignons ou le LSD. Et donc ça nous aide évidemment, grâce à cette étude notamment, grâce à cette étude, on a pu suggérer des hypothèses neurophysiologiques associées aux EMI. Donc on a fait notamment l'hypothèse ici que quand on est proche de la mort, on aurait peut-être une substance endogène qui aurait les mêmes mécanismes que la kétamine, donc qui agirait au niveau des récepteurs NMDA et qui provoquerait une expérience subjective telle que l'EMI. Alors maintenant qu'on a un classement, on sait les drogues, notamment la DMT, je ne l'ai pas citée, mais elle était dans le top 5 de notre étude. On peut du coup utiliser des substances au laboratoire, pareil que l'étude Syncope. On va inviter des sujets sains à prendre des drogues, faire une corrélation avec ce qu'on trouve au niveau cérébral, avec ce qui est rapporté, et notamment ici en collaboration avec l'Imperial College London, qui sont experts dans l'étude des drogues psychédéliques. Nous avons invité des sujets sains à prendre de la DMT et puis on peut le voir ici à gauche, on va comparer leur retour subjectif. Donc ici en bleu, c'est la fréquence des différentes dimensions prototypiques aux EMI pour les personnes, pour les personnes, les sujets sains de l'étude qui avaient pris de la DMT. On les compare en rouge, qui sont des témoignages d'EMI classiques, et en fait on observe un fort overlap entre les dimensions vécues. Et donc de plus en plus, comme vous savez peut-être, les drogues sont de plus en plus étudiées en recherche également. Et donc ça, évidemment, ça nous aide pour étudier les EMI, vu qu'il y a une forte ressemblance. Et récemment, avec ma collègue Elena, on a aussi mis en évidence que l'expérience de dégodissolution, donc ça c'est vraiment un phénomène qu'on observe avec de nombreuses
drogue, donc le fait d'avoir son self qui se dissout dans l'environnement et de ne plus savoir clairement où sont les limites entre notre personne et l'environnement, ou en tout cas l'environnement qui soit physique ou hallucinatoire. Donc ça, c'est vraiment une particularité qu'on retrouve dans les drogues. Et en fait, on a observé que chez nos expérienceurs, on avait également ce phénomène d'égo-dissolution. Et donc, ce qui amène aussi une connexion à l'univers qui est souvent rapporté par les expérienceurs. Et puis donc au niveau cérébral, évidemment, il y a des corrélations à faire avec les EMI. On sait notamment que si on stimule la jonction temporopariétale ici à gauche, on va pouvoir simuler une impression de présence. Et donc ça, on le met en lien évidemment avec la rencontre d'une entité ou d'une personne décédée que les expérienceurs peuvent nous rapporter. Si on stimule cette même région, mais du côté droit, et donc on peut le voir ici à droite, on sait qu'on peut, chez certaines personnes, reproduire une expérience de décorporation. Donc ça, ce sont des études qui, pareil, nous aident à comprendre les EMI. Alors, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on vit une expérience de mort imminente? Donc nous, on a une hypothèse avec l'équipe que je vais vous présenter rapidement maintenant. Donc on sait maintenant que les êtres humains provenant de n'importe quelle culture peuvent vivre une EMI. Donc on a vraiment des témoignages qui proviennent de partout dans le monde. Donc on a vraiment des dimensions qui sont récurrentes, avec parfois l'interprétation des dimensions qui sont différentes, notamment en Europe et en Amérique du Nord, cette dimension de se rapprocher d'une frontière, le fait d'arriver à une frontière va être interprété comme un tunnel chez nous, alors qu'il semble qu'en Asie, cette zone de passage est plutôt interprétée comme une rivière. On sait que, notamment en Inde, la rivière va avoir beaucoup plus d'importance, entre guillemets, que chez nous, où il y a toute une symbolique spirituelle associée à la rivière. Bah donc, eux, on fait l'hypothèse ici que cette zone de passage, ils vont l'interpréter comme une rivière et pas nous comme un tunnel. Donc, il y a quand même des différences qui sont liées à l'influence de la culture, mais grosso modo, on retrouve des EMI un peu partout dans le monde. Donc il y a vraiment une universalité des EMI. Et donc ça nous a posé question et on s'est dit, peut-être qu'en fait il y aurait une origine biologique à ces EMI. Donc la personne est face à la mort et peut-être ce serait un mécanisme de défense pour mieux vivre l'expérience traumatisante. Et donc ici, ça reste une hypothèse, bien sûr, on n'a pas de preuves empiriques. Néanmoins, ce qu'on a montré dans la publication ici, c'est que le phénomène de thanatose qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces animales, donc qui est le fait de simuler la mort pour échapper notamment à un prédateur. Peut-être que ce comportement aurait évolué chez nous, et notamment grâce à l'acquisition du langage, où on est évidemment des êtres plus complexes que des animaux, que d'autres animaux. On vivrait, nous, une expérience beaucoup plus riche, et peut-être que les EMI auraient une origine, un but biologique, et donc on serait face à un prédateur humain ou moderne. Nous, on faisait ici le parallèle avec des prédateurs entre guillemets modernes, où notamment on a une grande proportion d'EMI qui sont vécus dans un accident de voiture. Les expériences de mort imminente seraient peut-être une façon de se protéger, parce qu'elles sont vécues habituellement positives, de se protéger de ce contexte qui est critique. Mais donc voilà, ici ça reste une hypothèse et il faudra creuser cette question. Et alors, qui peut vivre des expériences de mort imminente ? Donc il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de troubles cognitifs ni pathologiques associés à cette population spécifiquement. On a aussi étudié la susceptibilité aux faux souvenirs, parce qu'il y a quelques années, pas mal d'auteurs qui étaient plus sceptiques suggéraient que la plupart des expérienceurs allaient simuler ce qu'ils ont vécu. Donc nous, avec l'équipe, on a testé ça. On n'a pas observé une susceptibilité aux faux souvenirs plus importante chez eux. Il y a différents facteurs qui sont testés dans les publications. On sait que, par exemple, la classe sociale, le niveau éducatif, etc., ne va pas influencer par rapport à la survenue d'une EMI. Néanmoins, on a quand même trouvé des caractéristiques cognitives dans cette population.
mais plutôt ici non pathologique, où donc on sait que les personnes qui ont cette fantasy proneness, comme on dit en anglais, donc cette propension à être tournées vers son imaginaire, donc par exemple avoir souvent des rêves éveillés, voilà, avoir cette facilité à être absorbé dans quelque chose ou à se dissocier, va mener à probablement peut-être plus facilement repérer, peut-être rappeler une EMI. Donc la population qui témoigne, en tout cas chez nous, a une tendance à la dissociation plus importante, bien que non pathologique, par rapport à quelqu'un qui n'a pas vécu une EMI. Donc nous, on fait l'hypothèse ici simplement que les personnes qui rappellent une EMI sont des personnes qui ont vraiment une facilité à être tournées vers leur imaginaire, à tourner vers leur conscience interne pour rappeler ces expériences. Et bien sûr, quelque chose que j'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, il y a toujours cette question où peut-être que tout le monde, face à une situation critique, va vivre une EMI, mais ne va pas être capable, de s'en rappeler. Donc évidemment, il y a toujours ce biais mémoire où donc nous on se base évidemment que sur les témoignages de personnes qui ont pu entre guillemets rappeler cette expérience. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai bien caractérisé, je pense, ce qu'est une EMI. J'espère que j'ai été claire. Et donc ici, je voulais simplement caractériser l'état de conscience, parce que ça c'est pareil une question qui revient souvent dans la littérature. Certains auteurs sont parfois pas très clairs par rapport à quel état de conscience est associé aux EMI. Alors ici, c'est un graphique qu'on a développé, ça part d'une publication qu'on a écrit il y a pas longtemps avec Elena, parce que ça nous tenait à cœur de poser un cas théorique par rapport à l'étude des EMI. Donc, comme je disais tantôt, il y a pas mal de débats qui se font par rapport au fait qu'une EMI pourrait être une preuve de vie après la mort, etc. Je pense que tout ce débat-là part du fait qu'en fait, il n'y a pas un beau cas théorique basé sur des preuves scientifiques, l'état de l'art scientifique, qui a été posé. Et du coup, on a voulu remettre, entre guillemets, les choses au clair, en tout cas avec ce qu'on connaît aujourd'hui de la conscience. Et donc, rapidement, comment définit-on la conscience ? Il y a autant de définitions de la conscience qu'il y a de personnes qui tentent de la définir. Mais donc, nous, pour simplifier les choses, entre guillemets, on va utiliser 3 composantes. 3 composantes. On peut voir ici en haut à gauche sur un axe Y la conscience interne. Donc ça c'est vraiment toute la conscience qu'on a toute notre conscience. C'est par exemple toute la conscience qui n'est pas liée à l'environnement, donc qui est vraiment indépendante de notre environnement. Donc par exemple notre petite voix dans la tête. Qu'on entend parfois, le fait quand on rêve, c'est de la conscience interne, quand on va rêvasser dans le bus, etc. Donc ça, c'est vraiment notre conscience interne, c'est pas lié à l'environnement. Ici en bas, on a l'éveil, donc une composante importante évidemment, mais ça ici, simplement, ça se définit par l'ouverture des yeux. Et puis, on a notre 3e composante ici à droite, qui est la connexion à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment le fait d'être conscient de l'environnement et de potentiellement pouvoir y répondre. Et donc, si on est un sujet sain, entre guillemets, si vous êtes éveillé en conscience normale, on a évidemment ces 3 composantes au maximum. On peut voir la petite bulle en haut à droite en orange. À l'inverse, à l'opposé, quand les 3 composantes sont à leur minimum, on parle de coma ou d'une anesthésie générale, par exemple, sans rêve, évidemment, parce qu'on peut rêver en anesthésie générale. Et alors, sur base de ces 3 composantes, on va pouvoir venir placer un tas d'états de conscience altérés, qui sont parfois un peu particuliers, parce que habituellement, on a quand même une corrélation entre ces 3 composantes, mais pas toujours. Notamment en mauve, on peut observer les troubles de la conscience, donc ces personnes qui ont eu un coma, de graves lésions cérébrales et qui n'ont pas récupéré conscience totalement. Donc là, ils peuvent être éveillés, mais la conscience de soi et ou de l'environnement est altérée. On peut voir aussi en bleu ici les rêves. Donc à partir du moment où on rêve, évidemment, on n'est pas éveillé, mais on peut avoir une conscience interne. Pareil avec les rêves lucides, où là, il y a une composante en plus, où on va avoir une connexion à l'environnement.
Donc voilà, il y a un tas de composantes qu'on peut placer sur ce graphique. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les expériences de mort imminente que je viens d'ajouter ici en vert bleu. Et vous, c'est plutôt bleu, on dirait. Donc on peut voir la première bulle ici en haut à gauche. Donc les EMI classiques. La personne n'est pas éveillée, donc par exemple en arrêt cardiaque, etc., ou très peu éveillée. Elle a une conscience interne qui est vraiment là, vu que la personne vit une expérience mentale, l'EMI, mais par contre, elle est peu ou pas répondante à l'environnement. La connexion à l'environnement, cette composante va être réduite au minimum. Et pour les EMI-like, c'est vraiment la bulle la plus allongée que vous pouvez voir et qui traverse le graphique. Là, c'est vraiment un groupe hétérogène d'expériences. Comme on l'a vu, on peut vivre ça durant une méditation. Donc là, il y a une certaine connexion à l'environnement. La personne est éveillée. Mais dans d'autres cas, comme par exemple la syncope, il y a beaucoup moins de réponses à l'environnement. Donc ça, c'est un groupe plus hétérogène où le niveau des trois composants peuvent varier. Ouais, voilà, j'aurais pu... Et je vais terminer simplement par les changements qu'on peut avoir suite à avoir vécu une EMI. Donc ça aussi, pareil, c'est vraiment une particularité. Une personne vit une EMI et habituellement, elle va nous dire qu'elle a eu énormément de changements dans sa vie suite à ça. Parfois, c'est des changements du tout au tout. La personne va complètement changer de vie. Elle peut divorcer, changer de boulot, etc. Il y a aussi toute une remise en question par rapport à leur vision du monde et à la société, souvent. Alors, il y a des changements que je considère, moi, plus comme positifs, notamment, souvent, ils sont plus tournés vers le spirituel, moins matérialistes. Ils ont moins peur de la mort également, une compréhension du sens de la vie, etc., plus tournés vers les autres également. Et alors, il y a parfois, quand même, évidemment, des changements plus négatifs, où donc notamment certains rapportent, même s'ils ont vécu une EMI positive, avoir eu vraiment difficile à intégrer cette expérience dans leur vie. Parfois ils savent pas comment en parler, certains aussi rapportent être frustrés de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils ont vécu, surtout que ça a souvent changé leur vie. Ils ne peuvent pas l'exprimer correctement à leurs proches parce qu'ils n'ont pas apparemment les mots pour décrire ce qu'ils ont vécu. Donc il y a vraiment différents types de changements par rapport aux croyances, etc., qui peuvent survenir suite aux EMI. Mais ici, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de publications, malheureusement, qui s'y intéressent. Donc ça, c'est basé que sur 2-3 publications et il faudra qu'on y travaille un peu plus. Et donc voilà, je vais terminer ici par ces slides. Donc rapidement, on a vu ensemble ce qu'était une EMI, que notamment la recherche se développe de plus en plus ici sur le sujet. Qu'il y a différents types de contextes dans lesquels on peut vivre une EMI, associée à un danger de mort, mais pas toujours. Donc ça peut être durant une syncope, etc., on l'a vu. Alors qu'il y a une signature neurophysiologique, donc il y a vraiment des corrélats neurophysiologiques qui sont mis en évidence et qui corrèlent avec une EMI. Mais pareil, il faudra plus de recherches, on est vraiment au début. Comment on a pu évidemment les reproduire en laboratoire, et je pense qu'il y aura d'autres études qui vont se mener ici en utilisant d'autres techniques. Pourquoi donc nous on avait cette fameuse hypothèse d'une origine évolutive, et on a vu ensemble que évidemment les personnes qui vivent ça n'ont pas de troubles pathologiques spécifiques, mais ont quand même des caractéristiques cognitives non pathologiques. Et pour finir, on a vu que c'était un état de conscience déconnecté, un peu comme les rêves, où donc la personne va vivre une expérience mentale riche, mais elle va être peu ou pas répondante à l'environnement. Donc voilà, je voulais terminer par remercier évidemment mon équipe. Ce serait évidemment impossible de faire ça toute seule, et notamment Elena qui a fait énormément avec moi évidemment dans la thématique. Et je fais quand même mon petit appel à témoins, parce qu'ici on a à l'heure actuelle 2000 témoignages, mais plus on en a, mieux ce sera. Si vous avez vécu une expérience de mort imminente et que vous souhaitez témoigner avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse. Merci beaucoup. On mettra l'adresse dans les sources de description de la vidéo quand la vidéo sera en ligne un jour, peut-être. Voilà. Du coup, on va passer aux questions. Je vais dégager les câbles. Voilà.
Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors, j'ai juste une petite question par rapport à une phrase sur laquelle vous êtes passé un peu vite pour moi. Vous dites qu'en laboratoire, vous êtes capable de faire la distinction des gens qui pourraient inventer ou stimuler ou simuler une EMI et que vous êtes capable de le percevoir ou du moins le caractériser. Je voulais savoir comment vous faites en fait entre les menteurs et ceux qui ne mentent pas. Merci pour votre question. Alors, j'ai peut-être pas été claire, mais du coup, non, on n'arrive pas à faire ça. Non? Ah, ok. Par contre, ce que je disais, c'est, enfin, non, je sais plus. J'ai parlé de personnes qui... Ah oui, non. Vous parlez sûrement de l'étude qui s'intéresse à la susceptibilité aux faux souvenirs. C'était pas ça? Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris, hein, peut-être. Hein. Mais non, il m'avait semblé que vous étiez capable de distinguer ceux qui peut-être qui étaient un reproche des sceptiques qui disaient non, la plupart du temps ce sont des gens qui font semblant, qui simulent des EMI et que justement dans votre laboratoire vous avez prouvé qu'ils simulaient pas. Et justement, on voulait savoir comment vous faites pour prouver qu'ils ne simulaient pas. Oui, non, du coup, j'ai peut-être pas été claire, désolée si c'était le cas, mais c'est moi qui ai pas compris, hein, du coup, c'était par rapport, j'ai dit tout ça par rapport à l'étude sur par rapport à l'étude sur la susceptibilité aux faux souvenirs. Donc, certains auteurs suggéraient ça, et donc nous, mais ça ne dépend pas du tout de la neuroimagerie, etc. On va simplement voir des entre guillemets des tâches, des simples tâches qu'on pourrait faire ici maintenant, où on peut induire des faux souvenirs. Donc, on va présenter par exemple des listes de mots, etc. Et puis induire de façon exprès des mots et voir si la personne va rapporter ça. Et alors, on avait évidemment un groupe expérienceur et puis un groupe contrôle. Et en gros, on ne montre pas une susceptibilité aux faux souvenirs plus importante. Mais du coup, nous, on ne sait pas, en effet, là, on sait parce qu'on c'est nous qui avons induit le faux souvenir. Donc, on sait, par exemple, que le mot qu'on a voulu induire, c'était ça, mais sinon, on n'a pas d'autres techniques à l'heure actuelle, et je pense que ça n'existe pas encore, de pouvoir déceler un faux souvenir ou une fabulation, quoi. Voilà, on a vu qu'il y avait que c'était un phénomène universel et qu'il y a une influence culturelle, notamment sur la représentation. Est-ce qu'il y a aussi une influence, est-ce qu'il y a eu possibilité de mesurer l'influence des croyances ou de la religiosité sur le phénomène? Alors c'est une très bonne question et c'est souvent quelque chose qui revient dans les discussions dans la littérature EMI, pardon. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'études empiriques qui s'intéressent vraiment aux croyances et on est en train de le réaliser. Donc ça c'est chouette parce que donc maintenant on a une base de données de 2000 témoignages. Donc moi j'ai pas encore de chiffres à vous sortir comme ça. Néanmoins, ce que je peux dire avec les quelques stade descriptif qu'on a fait, c'est qu'on a tout type de profil. Donc on a des personnes qui étaient croyantes, peu importe la religion, qui vivent une EMI. Après ça, ils vont rester croyants ou changer de croyance ou devenir athées. On a le profil opposé, des personnes qui n'étaient pas croyantes qui le deviennent ou des personnes qui étaient athées qui le restent. Donc nous, on a vraiment tout type de profil entre guillemets par rapport à ça. Et alors donc là, on est en train de voir s'il y a une majorité d'un profil, mais il semble pas avec les quelques analyses qu'on a observées pour l'instant. Donc ça, c'est évidemment intéressant parce que pareil. Il faudrait ici on voudrait étudier plus comment les croyances religieuses ou spirituelles vont influencer la façon dont ils vont interpréter l'expérience. Parce que donc une entité qu'ils vont rencontrer, parfois certains mettent le mot Dieu dessus, parfois d'autres pas, etc. Et donc ça, évidemment, ça va influencer, mais il faut savoir qu'il n'y a aucune étude empirique à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas en dire beaucoup plus, excepté qu'il y a tout type de profil et il ne faut pas être spécialement croyant pour vivre une EMI. Merci. Visiblement, il y a des sensations qui sont assez communes, des gens qui ont vécu une near-death experience, une EMI, comme la vision d'une lumière au bout du tunnel. Je suis désolé, il y a de l'écho. Est-ce qu'il y a une explication physiologique à cela? Mais oui, dans le sens où on va trouver des corrélats neurophysiologiques associés à certaines dimensions. Comme on a vu l'expérience de décorporation, on sait que si on stimule une certaine région, la plupart des personnes vont vivre une expérience de décorporation. On sait aussi, par exemple, que cette fameuse lumière, je l'ai pas présentée ici, j'ai pas le temps de tout présenter évidemment, mais que cette fameuse lumière qu'on peut voir, on sait que chez des patients qui sont pas des expérienceurs en soi, s'il y a moins d'oxygène au niveau occipital, donc qui est lié à la vision, on peut avoir ce type de vision lumière blanche. Donc nous, on fait l'hypothèse que durant une EMI, il va avoir tout ce type de phénomène et que en effet,
entre guillemets, n'importe quel être humain, peu importe la culture, etc., s'il y a ce phénomène neurophysiologique, ça peut mener à une EMI, mais pas toujours. Je sais pas si je réponds à votre question, du coup. Oui, oui. Ok. Est-ce que vous pensez que les patients qui sont dans le coma, qui sortent du coma, sont des patients qui ont fait une expérience d'EMI et qui ressortent de ça? Parce que les patients dans le coma, des fois, n'ont aucun souvenir. Et je sais pas, par rapport à la prise en charge des patients qui sortent du coma, est-ce que vous pensez que c'est des patients qui ont fait une EMI, qui peuvent en parler? Donc en effet, on a de nombreuses personnes qui nous contactent et qui ont eu un coma. Alors bien sûr, toutes les personnes qui ont été dans le coma ne rapportent pas une EMI. Néanmoins, il y a quand même certains patients qui le rapportent. Alors une grosse question reste, quand est-ce qu'ils vivent cette EMI? Parce que une personne qui vit un coma, ça peut durer quelques jours. Et donc on ne sait pas si c'est en tombant dans le coma, pendant ou en se réveillant, etc. Donc ça, c'est toujours pas clair. Je ne sais pas si on a à l'heure actuelle vraiment les outils pour l'étudier. Mais en effet, c'est vraiment important et c'est pour ça notamment qu'on fait de la recherche sur les EMI. C'est notamment pour essayer de faire connaître et qu'il y ait un potentiel suivi déjà à l'hôpital, mais même après, évidemment, chez ces patients qui vivent une EMI. Ici, je l'ai pas présenté, mais on vient de finir une grosse étude prospective où donc au CHU, on a interrogé toutes les personnes qui sont passées par les soins intensifs et y survivent, et on a trouvé que donc on était à environ 5% ou 4% des patients rapportaient une EMI ou quelque chose de similaire, donc c'est quand même énorme. Et pareil, ici on leur avait peut-être pas posé la question, peut-être qu'ils n'en auraient pas parlé. Donc je pense que c'est évidemment super important que c'est bien que les cliniciens soient de plus en plus au courant de ça. Oui, c'est des choses dont on doit parler quand on avait au chevet des patients. On doit leur suggérer, leur poser des questions. En effet, oui. On le fera. Super. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors j'ai plusieurs questions. La première question, vous avez parlé de EMI-like et qu'elle pouvait se produire notamment dans les accidents de voiture, à la suite d'accidents de voiture. Je me demandais, est-ce qu'il est possible, parce que vous avez fait des tests en laboratoire et vous avez demandé à des patients de revivre sous hypnose les EMI, est-ce qu'il serait possible de revivre une EMI pour un accident de voiture qui s'est passé à l'âge de 3 ans, pour les enfants? Ou est-ce que ce serait quelque chose de trop risqué pour l'adulte? Donc évidemment, l'étude hypnose, j'ai pas détaillé ici, mais on avait ici que seulement 6 personnes qui étaient autour de Liège et qui ont accepté de revivre entre guillemets certaines émotions associées, certaines sensations associées aux EMI. Alors bien sûr, celles qui ont participé, c'est celles qui disaient qu'elles étaient motivées, qu'elles n'avaient pas peur de le faire, etc. Bien sûr, quand on l'a fait, on était ici avec une experte hypnose, le docteur Fémonville, qui a vraiment l'habitude de tout ça, et donc on mettait des précautions plus. Donc le contexte, évidemment, on faisait en sorte que tout se passe bien. On avait décidé d'un signe avec elle si ça ne se passait pas bien, etc. Avec eux, pardon. Donc évidemment, il faut que la personne veuille bien le faire, et ça peut, comme n'importe quelle session en hypnose, ça ne se passe pas toujours bien. Donc à voir. Maintenant, pour un souvenir qui s'est passé, enfin un événement qui s'est passé quand la personne avait 3 ans, ça je pense que c'est d'autant plus particulier, vu que c'est il y a très longtemps. Je pense que c'est à décider. Par exemple, pour l'étude en hypnose, il y avait eu tout un entretien clinique évidemment avant avec le docteur Fémonville, et c'était suite à cet entretien que le docteur Fémonville disait ok, je sens que la personne est ok, je me sens capable de l'accompagner dans tout ça, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est du cas par cas, je dirais. Et puis parfois ça se passe pas bien, mais ça comme dans n'importe quelle session clinique, je veux dire. Et c'est important qu'il y ait un suivi si tout n'a pas été agréable. Oui, merci. Alors une autre question. Ici c'était, je vais vérifier. Oui, alors vous avez parlé de la frustration des personnes qui avaient vécu des EMI parce qu'elles ne pouvaient pas exprimer leur expérience, en parler par exemple au personnel médical. Est-ce que vous envisagez justement à terme de ces études de former le personnel médical à ces expériences que vous considérez comme être des visions, alors que le personnel médical met parfois en avant des psychoses ou autres problèmes dans le cerveau? Ouais.
Ouais. Oui, après, je pense que ici, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. J'ai l'impression quand même que de moins en moins les cliniciens vont parler de folie ou d'associer ça à un trouble pathologique, etc. Néanmoins, oui, ce serait évidemment super. Maintenant, nous, ça c'est à mon avis le genre de choses que malheureusement on ne prendra pas le temps de faire, vu qu'on n'a déjà juste pas le temps de faire les études qu'on souhaite faire. Il faut savoir aussi que du coup en recherche, il faut toujours trouver des fonds, etc. Et qu'on est ici limité, ça dépend des fonds, de plein de choses. Mais si des cliniciens sont motivés à réaliser ça, bien sûr, nous on les aiderait, etc. Maintenant, par exemple, moi, je suis pas du tout une clinicienne et donc je pense pas que je serais quelqu'un non plus qui pourrait bien les guider dans un accompagnement comme ça. Néanmoins, ce serait chouette d'avoir des psychologues ou d'autres types de cliniciens qui sont qui ont évidemment cette formation-là, qui s'intéressent à ça et forment les cliniciens. Oui, ce serait super. Si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à les je ne les connais pas, mais en tout cas, c'est gentil. Oui, vas-y. Moi, j'ajouterais juste que dans les études, je pense toujours en cours prospectives qu'on essaye de mener, donc en allant au chevet des patients, etc., qui se réveillent aux soins intensifs, chez les grands brûlés notamment, etc. On travaille avec des médecins comme le docteur Anne-Françoise Rousseau, qui sont vraiment géniaux, qui sont eux des cliniciens, des gens de terrain, et qui sont super ouverts à recueillir ce type d'expérience. Et je pense que ces gens-là sont de plus en plus à l'écoute, ou le docteur Didier Ledoux, etc., qui sont des chercheurs, mais aussi qui font beaucoup de cliniques et qui sont aux soins intensifs, aux soins palliatifs, etc. Et est-ce qu'ils se trouvent également en département psychiatrique ? Pas ceux avec lesquels on collabore, mais je pense que, enfin, de mon point de vue en tout cas, mais évidemment on est un peu dans un cocon, mais la parole se libère aussi autour de ces expériences. On a quand même des chefs de cliniques, etc., qui travaillent directement avec les infirmières de terrain et autres, et qui sont là au chevet des patients et qui sont là pour recueillir ces expériences de plus en plus, je pense. Ouais, voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Elena. Donc vous expliquez que vos deux modes d'acquisition, c'était soit les expérienceurs qui racontaient des expériences passées, ou bien des mises en situation via l'hyperventilation. Si un comité éthique vous donne l'opportunité d'utiliser des molécules comme la DMT ou la kétamine, est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose de constructif à votre recherche au niveau données, data, quoi que ce soit ? Oui, en effet. Donc ici, on l'a fait à l'Imperial College London avec la DMT. Et ici, on va cet été lancer la même étude, mais avec la psilocybine. Ça a été compliqué de la faire venir parce que ça n'a pas encore été vraiment utilisé en recherche en Belgique chez l'être humain. Mais donc, on a ce projet d'en effet utiliser la psilocybine chez des sujets sains pour, pareil, les reproduire en laboratoire, avoir directement, prospectivement leur expérience subjective et mettre notre casque J, etc. Donc une première étape, ce serait la psilocybine et on espère pouvoir le faire, notamment avec la kétamine, comme je l'ai montré, qui est vraiment la substance qui induit des expériences subjectives qui ressemblent au plus aux EMI. Donc oui, ça, ce seraient les étapes qu'on souhaite faire. Merci. Moi, je me posais une question qui peut peut-être paraître stupide, mais est-ce qu'on a des traces d'expériences de mort imminente dans l'histoire, historiquement, dans le passé, des écrits C'est pas du tout stupide, évidemment, comme question. Donc, je l'ai brièvement évoqué. Pour ceux qui ont suivi au début, il y avait notamment cette fameuse peinture de Jérôme Bosch qui a été peinte donc au XVIe siècle. Donc ça, sans que lui le décrive comme ça, nous, on considère, avec ce qu'on connaît des EMI, que c'est une représentation des EMI. Alors ça, là, je vais dire ici quelque chose, mais où les sources n'ont pas été vérifiées, mais j'ai lu, mais donc les sources ne sont pas 100% fiables, que Jérôme Bosch, notamment pour peindre, utilisait certaines substances psychédéliques. Et donc, nous, évidemment, en découvrant ça, d'autant plus, ça nous donne un argument en plus en disant que c'est peut-être quelque chose que lui aurait vécu ou ou un de ses proches l'aurait raconté, qu'il aurait représenté. On sait aussi que dans les récits de Platon, on a certains mythes où, je crois que c'est un guerrier, je sais plus exactement le mythe, mais c'est un guerrier qui va
raconter une expérience qui ressemble fortement à une EMI. Et alors Platon relate ça dans ses écrits. Donc je crois que ça, c'est le plus ancien récit qu'on considère une EMI, sans qu'évidemment le terme soit associé directement. Donc il y a ça. Je ne sais pas si Elena, tu vois autre chose. C'est souvent les deux. Chez les poètes et de ça, peut-être, voilà. Oui. Un peu plus récent, du coup, que Platon. Mais oui, c'est ça, exactement, t'as raison. Oui. Ok, cool. Quelqu'un d'autre? Sinon, on libère notre intervenant qui pourra aller boire un verre et se sustenter, parce que, voilà. Oui, j'avais une question. Donc, au début, vous présentiez un corpus de 140 témoignages, notamment pour les positifs, négatifs, etc. Et peut-être que vous l'avez dit, mais comment ont été récupérés ces témoignages? Est-ce que c'est via la littérature, via... C'est une bonne question, je crois pas que je l'ai dit. Donc nous, à l'heure actuelle, on a une base de données de 2000 témoignages. C'est 140 sortes de cette base de données. Donc simplement, c'est des personnes qui nous ont contactés suite à une de nos conférences ou parfois ils nous voient dans les médias, etc. Donc c'est des témoignages rétrospectifs où la personne nous contacte spontanément. On a quand même, comme je le disais, mais là je l'ai pas présenté ici, des études prospectives qu'on a menées où donc là on va au chevet du patient. Ça on les met également dans notre base de données. Et donc voilà, c'est principalement ça. Et en fonction des études et des questionnaires auxquels ils ont rempli, on va venir piocher des sous-échantillons, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait un appel à témoins, c'est que là, il y en a certains qui ont parfois participé 2 ou 3 fois à nos études, ou peut-être plus maintenant. Et donc l'idée, c'est d'avoir évidemment d'autres personnes et que nos études soient pas biaisées du fait qu'on utilise toujours le même échantillon. Ok, merci. Voilà. Vas-y. Ah, Eva. Et je me demandais, vous basez aussi vos recherches sur des témoignages ou alors sous prise de kétamine, mais est-ce qu'il ne serait pas possible de voir ce qui se passe réellement dans le cerveau en direct avec par exemple des personnes qui seraient en soins palliatifs où on pourrait essayer d'attraper le moment où ils partent? Est-ce que ce serait possible de leur faire signer une décharge et de voir vraiment ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort imminente? Oui, c'est une bonne idée. C'est un de nos plans potentiels si on trouve des fonds. Notamment, Elena avait écrit certains projets à ce sujet. Et donc, en effet, ce serait une possibilité d'accompagner des gens qui sont aux soins palliatifs. Alors, évidemment, là, c'est un contexte particulier. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, évidemment, en tant que chercheur, vu que l'important, c'est leur bien-être, etc. Mais donc, ce serait une façon prospective, en effet, de récolter des témoignages. Pareil, où on pourrait venir avec des questionnaires et potentiellement, peut-être, certains devices, certains matériels, certaines techniques de neuroimagerie, etc. Maintenant, c'est toujours un peu délicat. Mais donc voilà, je ne sais pas si Elena, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Mais non, moi je dirais juste que c'est vrai que l'idée nous était venue aussi parce qu'il y a vraiment très très peu d'études, mais il y a quand même des études qui ont mis en évidence aux soins palliatifs que certaines personnes, quand elles sont au chevet de la mort et puis qu'elles décèdent, et qu'on a eu l'occasion d'enregistrer certaines activités cérébrales à l'aide d'électrodes, mais c'était souvent pas des trucs aussi sophistiqués que l'électroencéphalogramme avec 256 électrodes, mais des choses plus rudimentaires. Mais on voit quand même qu'il y a des activités qui peuvent correspondre quand même à un certain... Il y a comme un pic d'activité qui pourrait correspondre à un état de conscience chez ces personnes. Donc il y a des hypothèses qui ont déjà été émises, comme quoi peut-être qu'à ce moment-là, la personne qui est en train de rendre son dernier souffle, entre gros guillemets, pourrait vivre une expérience consciente. Et c'est vrai qu'on s'était inspiré de ça pour lancer un projet qui n'a pas été encore financé, mais voilà, qui sera bientôt, espérons-nous. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que, oui, d'un point de vue éthique, c'est compliqué de mettre ça en place, évidemment. Voilà, une dernière... Ah, monsieur. Voilà, une petite dernière question par rapport à votre théorie évolutive. Je me pose la question de savoir comment est-ce que vous estimez qu'une personne gisant sur le sol en EMI ou non, par rapport à une autre personne non en EMI a plus de chances de survie et donc est une plus-value évolutionniste. Mais donc oui, ici c'est vraiment une hypothèse, mais qui a ses limites aussi. On va
Enfin, ici, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a uniquement les témoignages de personnes qui se rappellent l'EMI. Donc peut-être que plus de personnes vont vivre peut-être qu'on vit tous une EMI dans certains contextes particuliers, mais qu'un certain pourcentage va s'en rappeler. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même limité en soi. On va pas non plus dire que c'est parce qu'ils vivent une EMI qu'ils vont survivre. On va pas quand même jusque-là dans notre hypothèse. Ce qu'on voulait juste dire, c'est que ça, c'est le phénomène le comportement, le mécanisme de défense thanateuse qu'on a chez l'animal qui a évolué et qui est plus complexe chez nous. Et je voulais dire un autre truc, mais je viens d'oublier. Par rapport à ça... J'ai besoin d'une bière, c'est pour ça. Non, j'allais compléter ma réponse. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais simplement préciser, parce que donc ici j'ai présenté plein de choses, mais dans notre papier on discute aussi du fait que, évidemment, nous, on a notre hypothèse et on l'a montré par des données que c'est des personnes qui ont tendance à se dissocier. Donc, même si le phénomène survient, donc il y aurait quand même certaines personnes qui seraient plus enclines à se rappeler parce qu'elles se seraient notamment dissociées, elles auraient été se plonger dans leur conscience interne, entre guillemets, et que ce serait elles qui en tout cas rappelleraient l'expérience. Mais donc, je pense que c'est bien que vous ayez fait votre commentaire parce que cette hypothèse ici, je l'ai présentée rapidement, mais elle a quand même ses limites et donc on va pas supposer non plus que c'est parce que la personne vit une EMI qu'elle va survivre. On va pas jusqu'à ce point-là. Mais du coup, moi, ça m'évoque deux questions. Est-ce qu'il y a... Oui, bah ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre les... Est-ce qu'on pourrait faire une corrélation entre les gens qui se rappellent facilement de leurs rêves et les gens qui se rappellent de leur EMI? C'est une très bonne question. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Vas-y. Je pense que, par exemple, on pourrait étudier notamment l'imagerie mentale. On a tous plus ou moins... on a tous une imagerie mentale qui est plus ou moins riche, etc., qui se retrouve notamment dans nos rêves. Certains vont plus rêver, etc., ou des rêves plus intenses, ou des rêves lucides qui ont des composantes en plus, où il y a une connexion à l'environnement. Et je pense que ça, il y aurait un rapport à faire. Néanmoins, il y a aucune étude, si je ne me trompe pas, Elena, qui fait ce rapport, qui a étudié ce rapport. Donc ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait trouver un lien entre les deux. Et donc du coup, tu parlais de dissociation. Est-ce que les troubles dissociatifs aussi pourraient être rapprochés avec une facilité d'avoir des EMI? En effet, maintenant, ici, il faut séparer les troubles dissociatifs pathologiques qu'on retrouve dans la schizophrénie notamment ou dans d'autres pathologies. Là, je pense que c'est quand même à part. Mais en effet, si comme je le disais, une personne a une propension particulière à se mettre dans cet état-là, je pense que ça peut mener au fait d'en tout cas se rappeler de l'EMI. Et donc oui, il y a un lien à faire entre ça, notamment l'hypnose, etc. Cool. Quelqu'un d'autre? Ok, je crois qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci encore aux sceptiques. Suivez-les sur leur page Facebook, etc. Et venez au prochain. Voilà. Alors, je vais peut-être laisser Elena dire deux mots sur la prochaine. Moi, je pense que c'est sur l'éducation. Je ne suis pas... C'est sur l'esprit critique dans l'enseignement avec Olivier Sartener, qui est professeur d'université à Namur, voilà. Donc c'est le 2e vendredi du mois de juin, donc soyez présents. Bonne soirée.